S'agit-il d'une lutte de pouvoir ou est-ce simplement Trump qui manque de concentration et de stratégie? Je pense que c'est le plus gros problème. Le président Trump est dispersé et sans stratégie. Maintenant, je n'ai pas vu beaucoup de preuves que les vice-présidents signifient beaucoup dans le contexte de notre système politique. Vous savez, en Grande-Bretagne, ils parlent du roi ayant un héritier et ensuite un remplaçant. Eh bien, nous avons un remplaçant. Le remplaçant s'appelle le vice-président. Je ne vois pas beaucoup de preuves que le président Trump écoute ce que J.D. Vance a à dire. Je ne sais pas s'il écoute quelqu'un, mais certainement pas beaucoup J.D. Vance. Il vient juste d'assigner à J.D. Vance une nouvelle tâche, le soi-disant tsar des tarifs. Quelle position terrible à occuper. Je veux dire, c'est comme Kamala Harris à la frontière. Tu sais, ils lui ont donné ce truc. Et bien sûr, elle n'a absolument rien fait. Et c'était, je suppose, le véritable but. Mais elle était sans importance. Et je pense qu'à ce stade, J.D. Vance va être ce tsar des tarifs. Que va-t-il faire? Le cheval a quitté l'écurie. Va-t-il sortir, capturer le cheval, le ramener et l'enfermer? Non, je ne pense pas. Cette affaire de dispute au sein de l'administration, il a toujours eu, chaque fois qu'il était président auparavant, des personnes dans son administration qu'il a nommées et avec lesquelles il n'était pas d'accord. C'est monumental stupide si vous essayez réellement d'accomplir quelque chose. Mais nous revenons à la question de savoir, qu'essayons-nous d'accomplir? Et je pense que le président Trump et son cercle rapproché ont été très concentrés sur l'obtention d'une victoire pour le patron. Nous devons sortir et obtenir une victoire pour le président. Comment faire de cela une victoire? Et cela nous a entraînés dans le non-sens en Ukraine. Il n'y a pas de victoire là-bas pour nous. Nous n'aurions jamais dû être dans cette situation. Donc la chose intelligente pour lui dès le début aurait été de dire « Regardez, je n'ai pas soutenu cela, je ne voulais pas cela. Donc, je mets fin à toute aide future à l'Ukraine et je retire toutes les troupes américaines, les agents de renseignement, les conseillers et tout le monde d'Ukraine dans les 48 à 72 heures. Oubliez ça. Partez. » Les Européens auraient alors râlé et grogné, mais il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire à ce sujet. Nous savons ce que valent les Européens militairement en l'absence des États-Unis. Pas grand-chose. Et cela remonte à la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, nous n'avions pas de stratégie en tant que telle pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous n'avions jamais eu d'intérêt pour la destruction du Japon. Nous n'avions jamais eu d'intérêt pour la destruction de l'Allemagne. Alors, que faisions-nous? De quoi s'agissait-il avec cette reddition inconditionnelle? Pourquoi bombardions-nous tout le monde jusqu'à l'âge de pierre? Nous l'avons fait parce que nous pouvions le faire. Aucune réflexion n'a été faite sur ce qui se passe lorsque les armées japonaises sont retirées de Mandchourie et de Corée. Qui comble le vide? Que se passe-t-il si vous forcez l'établissement militaire allemand à se rendre et le détruisez? Eh bien, vous ouvrez les vannes au communisme et à Staline. Aucune pensée, aucune imagination, un échec complet de l'imagination et une haine idéologiquement motivée qui fait toujours partie de la manière américaine de faire la guerre. Il faut remonter à Wilson, qui décide soudainement de transformer le vieux Kaiser Wilhelm en une sorte de figure satanique maléfique. C'est absurde, vous savez, de donner un sens quelconque à tout cela. Et quel était notre intérêt dans la Première Guerre mondiale? Voulions-nous vraiment juste sauver les banques en Angleterre et à Paris? Sommes-nous simplement en train de sauver des impérialistes? Pourquoi y sommes-nous allés? Quel était notre intérêt là-dedans? Aucune de ces questions n'a jamais été posée intelligemment. Nous sommes donc très pauvres en termes de développement de stratégie. Il n'y a pas d'état final en tête. L'état final est la destruction de l'Allemagne. Le Japon est détruit. Nous avons gagné. Cela nous a coûté quoi?
50 ans, et des milliers de milliards de dollars nous ont contraints à rester à l'étranger dans des endroits où nous ne voulions pas être. Alors nous voici 80 ans plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, et de quoi parlent les gens? Du retrait des forces. Cela va arriver parce que nous avons cet autre problème, mais à savoir la mauvaise gestion de l'économie et la crise financière qui se développe. Rappelez-vous qu'une des promesses faites dans le contexte des tarifs, en privé, était que nous sommes le grand marché. Tout le monde a besoin de nous. Personne ne peut vivre sans nous. Et une fois que nous faisons ces choses, le capital étranger affluera dans nos marchés de la trésorerie, parce que c'est ainsi que nous nous finançons. Le capital étranger afflue, achète les bons du trésor, et c'est ainsi que nous finançons notre gouvernement, parce que nous ne pouvons pas autrement combler le déficit des dépenses. Le problème est que nous n'avons plus la base manufacturière que nous avions autrefois. Nous n'avons pas l'opportunité d'employer des dizaines de millions de personnes aujourd'hui comme nous le faisions autrefois. Et c'est le problème avec les immigrants illégaux. Il y a 51 millions de personnes qui sont illégalement aux États-Unis. Eh bien, comment vivent-elles? Qui paye pour leurs soins de santé, leur éducation? Qui supporte la violation généralisée des lois et la criminalité? Eh bien, c'est nous, mais à un moment où nous ne pouvons pas nous le permettre. C'est tout simplement au-delà de nos moyens. Donc il n'y a pas de stratégie, point. Et je pense que tout est impulsif. Trump se réveille et dit « Je veux m'en prendre à ces Chinois ». D'accord, tout le monde à bord. Et c'est parti. Puis quelqu'un revient quelques jours plus tard et dit « Ce n'est probablement pas une bonne idée ». Alors comment en sortir? Eh bien, on ne peut pas simplement dire qu'on avait tort et qu'on a fait une erreur. C'est impossible. Donc je pense que votre question est légitime. Je n'ai pas de bonne réponse parce que je ne vois aucune stratégie. Je n'ai vu aucune stratégie sous Biden. Je n'ai vu aucune stratégie nulle part, certainement depuis la fin de la guerre froide. Et même cela était d'une utilité discutable. Je veux dire, c'était cette affaire de confinement. Mais le confinement est ensuite devenu une opportunité d'intervenir dans un endroit comme l'Asie du Sud-Est et le Vietnam, ce qui n'avait aucun sens. Cela n'avait rien à voir avec les Soviétiques. C'est une comparaison intéressante, car pendant la Première Guerre mondiale, la diabolisation de l'Allemagne est presque devenue un substitut à une stratégie. En effet, Henry Kissinger a fait une remarque similaire à l'époque. Eh bien, je ne me souviens plus quand c'était. Il a écrit que la diabolisation de Vladimir Poutine n'était pas une stratégie. C'est devenu une excuse pour ne pas en avoir une, effectivement. Il semble donc que la haine des adversaires ne nous mène nulle part. Mais regardez ensuite les personnes qui profitent de ces choses. Sont-elles derrière cela? Ont-elles un rôle dans tout ça? Je veux dire, je pense qu'elles le font probablement. Je pense que les banquiers, les financiers, ils ont absolument un rôle dans cela. Et les affaires sont bonnes pour eux. Je veux dire, leur point de vue est, c'est l'ancienne expression, la guerre est la santé de l'État. Et c'est ainsi qu'ils le voient. Chaque fois que nous partons en guerre, nous gagnons de l'argent. Le fait que nous puissions perdre des milliers de milliards dans le processus et tuer des dizaines de milliers de personnes, rien de tout cela n'a d'importance. L'essentiel est que nous profitons de tout. Le marché boursier s'envole. Vérifiez tous les investissements dans les 5 grandes industries de la défense. Tout va très bien. Eh bien, quelle serait votre stratégie alors? Parce que vous êtes un colonel à la retraite de l'armée américaine. Vous avez parlé à Trump dans le passé. Vous êtes le PDG de Our Country, Our Choice. Avez-vous développé des réflexions sur la direction que vous pensez que les États-Unis devraient prendre, notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'Ukraine et l'Europe? Devraient-ils simplement se découpler?
Ou comment voyez-vous une meilleure approche ou une meilleure politique américaine pour, je suppose, s'adapter à ce nouveau monde multipolaire? Eh bien, je pense que le premier point de toute stratégie américaine, et je pense que cela finira par arriver parce que nous allons simplement être financièrement ruinés et n'aurons pas le choix, est la défense hémisphérique. En d'autres termes, nous devrions défendre l'hémisphère occidental, nos intérêts dans l'hémisphère occidental, ainsi que notre empire continental. Vous savez, les gens parlent de l'empire. Nous sommes un empire. L'empire a été construit de l'Atlantique au Pacifique, et cela aurait dû suffire. Nous savons tous maintenant que pour diverses raisons, nous avons été séduits pour rejoindre les Britanniques dans la course à l'empire, et cela nous a entraînés dans la guerre hispano-américaine, et à Porto Rico, Cuba, les Philippines, et toutes ces choses. Mais je pense que le numéro 1 est la défense hémisphérique. Numéro 2, nous avons un intérêt à faire des affaires avec tout le monde. Cette affaire de traiter les pays comme des ennemis permanents, en particulier les pays qui ne sont pas nécessairement d'accord avec nous sur toutes nos positions politiques, est catastrophique. Nous n'avions pas cette opinion avant la Première Guerre mondiale. Nous avions tendance à considérer les endroits du point de vue de ce que cela nous apporte. Pourquoi devrions-nous être impliqués en Chine? Y a-t-il un intérêt stratégique vital particulier qui justifie notre présence là-bas? Ces questions n'ont pas été posées depuis de nombreuses années. Je soutiendrai qu'aujourd'hui, nous avons un intérêt stratégique vital à réduire considérablement notre profil à l'étranger. Et la manière dont nous le faisons est très importante. En d'autres termes, peut-être vous ne coupez pas simplement un cordon et ne ramenez pas tout le monde à la maison. Cela peut ne pas être la meilleure façon de le faire. Vous pourriez vouloir le faire sur une période de 3 ou 4 ans de manière progressive, mais pour cela, vous devez avoir le contrôle de votre gouvernement. Vous devez avoir un état final, stable et à long terme, que tout le monde comprend et s'efforce d'atteindre. Nous n'avons pas cela. Donc vous savez, quand Trump était président la première fois, en privé, il pensait en ces termes. Il disait, pourquoi après 70 ans sommes-nous encore en Corée? Vous savez pourquoi après 70 ans sommes-nous encore en Europe? Que faisons-nous en Allemagne? Que faisons-nous, vous savez, au Japon? Et ainsi de suite. Je veux dire, il posait ces questions. Et bien sûr, la réponse néoconservatrice des personnes qui profitent de toute cette politique désastreuse, c'était « Oh, nous devons être là ». Si nous ne sommes pas là, le monde s'effondrera. Tout le monde se battra les uns contre les autres. Nous sommes la clé de voûte et l'édifice de la Pax Americana. Eh bien, c'est juste des bêtises. Vous savez, cela ne va pas nécessairement se produire. Et en ce moment, c'est pourquoi nous avons l'air particulièrement impuissants. Vous savez, personne en Asie n'est intéressé par une guerre sauf nous. Vous vous asseyez avec les Japonais, les Coréens, les Vietnamiens, et ils discuteront de leurs voisins et de leurs réflexions. Mais personne ne voit de guerre imminente avec la Chine. Et dans la plupart des cas, ils n'ont pas du tout peur des Chinois militairement. Maintenant, ils sont préoccupés par le marché massif de la Chine, son économie massive, sa base de fabrication massive. Mais la solution asiatique n'implique pas de bombarder la Chine pour s'en débarrasser. Ils cherchent des moyens de coopérer et de limiter la Chine dans certaines restrictions, comment chaque partie travaille avec l'autre. Nous ne pensons pas en ces termes. Vous êtes soit avec nous, soit contre nous. Et c'était le problème après le 11 septembre. Si vous retournez écouter George Bush, c'était son message. Soit vous êtes avec nous, soit contre nous. En vérité, la plupart des endroits, la plupart du temps, sont neutres. Et nous devrions nous en réjouir. Mais cela vous ramène à la vraie question. Quel est le métier de l'Amérique? Et le métier de l'Amérique a historiquement été le commerce. Vous savez, George Washington, lorsqu'il a quitté la présidence, a dit «
Donnez à cette nation 20 ans de paix et nous deviendrons si forts économiquement que personne dans le monde n'osera jamais nous défier. Eh bien, il avait raison. Et pendant que nous avons pris cette position, nous avons eu beaucoup de succès. Les gens nous aimaient. Vous savez, nous étions des personnes populaires. Ce sont toutes ces interventions dans des endroits qui nous concernent vraiment pas. Nous n'avons aucun intérêt stratégique, historique ou vital, de quelque nature que ce soit en Ukraine, encore moins dans l'Est de l'Ukraine. Vous auriez pu faire valoir cet argument si vous étiez assis à l'OTAN. En fait, j'ai suggéré que ça soit communiqué en privé aux Russes. Bien sûr, personne ne l'a fait. La plupart des Américains ne comprennent pas cela, même les gens du département d'État et du DOD. De quoi parlez-vous? J'ai dit, vous savez, que se passe-t-il à l'est du fleuve Dniepr? Cela ne fait pas partie de l'Occident. Ça ne l'a jamais été. Kiev, pendant la majeure partie de son existence, certainement après que les Mongols l'ont détruite en 1240, remorse toast pour l'Occident ce fleuve Dniepr. Et la République des deux nations a contrôlé cela pendant des siècles. C'est pourquoi l'Ukraine occidentale est radicalement différente de la Russie. C'est pourquoi la langue est différente. C'est pourquoi de nombreux mots utilisés ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi la population est génétiquement différente. Donc le point est que personne ne pensait en ces termes. C'est ainsi que pensaient les gens prudents, comme Bismarck. Vous savez, quand le ministre des Affaires étrangères russe a dit « Nous voulons le contrôle du Bosphore » en 1869, et a demandé à Bismarck « Vous savez quelle sera la position de l'Allemagne à ce sujet ?» Il a dit « Eh bien, nous n'avons aucun intérêt dans le Bosphore. » Vous savez, cela ne nous fait aucune différence qui le contrôle finalement tant que le commerce peut y passer. Mais Bismarck était très intelligent et il comprenait que les Britanniques seraient horrifiés parce que la dernière chose qu'ils voulaient était qu'une flotte russe sorte de la mer Noire pour entrer en Méditerranée, ce qui pourrait mettre en péril le contrôle britannique du canal de Suez. En fin de compte, c'est pourquoi il n'y a pas eu de guerre entre la Russie et l'Empire ottoman, car les Britanniques sont intervenus. Et encore une fois, les Russes sont retournés voir les Allemands et ont dit, « Eh bien, si nous faisons la guerre là-bas, nous soutiendrez-vous » Et encore une fois, la réponse a été, « Vous savez, nous n'allons pas mener une guerre dans les Balkans. » Je veux dire, les Allemands n'ont aucun intérêt là-bas. Nous devons revenir à une réflexion plus rationnelle et prudente et mettre de côté l'émotion. Mais aujourd'hui, tout est émotion. Et encore une fois, tout est impulsif. And again, everything's impulse driven.